Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà la fin du mois de janvier. J'espère que il s'est bien passé pour vous. Là, on s'est remis un peu des fêtes. On a peut-être pris le temps de se reposer. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas que l'hiver, c'est vraiment la période pour être dans sa caverne, ralentir, prendre soin de soi. Et c'est vraiment la thématique de cette émission. Pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui derrière le micro. Tu es naturopathe. Exactement. Donc voilà, moi j'adore les naturopathes bien sûr. Et je suis très très heureuse que tu viennes aujourd'hui pour une thématique qui est moins connue en naturopathie, moins abordée, moins accompagnée, mais très très importante et j'ai envie de dire un peu plus en vogue ces dernières années, on en parle de plus en plus, c'est l'hypersensibilité. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'hypersensibilité et avec un angle de vue de comment accompagner son hypersensibilité avec les outils de la naturopathie. Et ils sont nombreux, ces outils. On a beaucoup d'outils à notre portée pour prendre soin au sens large. Et l'objectif aujourd'hui avec toi, Jennifer, c'est vraiment comment on peut adapter son hygiène de vie, son cadre de vie au sens large quand on est hypersensible. Mais pour commencer, on va peut-être mettre un peu nommer les choses. Donc l'hypersensibilité, c'est quoi ? Et puis comment je peux savoir, moi qui écoute cette émission ou qui écoute le replay plus tard, comment je peux savoir que je suis dans cette, dans cette catégorie de personnes nommées hypersensibles ? Alors les hypersensibles, déjà il faut savoir qu'on est nombreux, on est à peu près entre 20 et 30% de la population, ce qui est quand même beaucoup finalement. Donc les hypersensibles ont plusieurs spécificités. Déjà c'est une façon d'aborder les émotions assez intenses, avec des difficultés un petit peu à redescendre finalement, ça prend du temps. Il y a aussi tout ce qui est les sens décuplés, c'est-à-dire tout ce qui va être odorat, même tout ce qui est vu, le toucher, tous les sens vont être très décuplés. On a une façon aussi d'aborder l'environnement un petit peu très intensément. Les informations nous parviennent très 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 rapidement, ce qui fait qu'on peut vite saturer. Les personnes hypersensibles sont très empathiques, très souvent, et sont tournées vers les autres. Donc on en retrouve beaucoup dans les métiers du bien-être, du médical, paramédical. Voilà. Après, c'est vrai que chaque personne hypersensible va, on va dire, avoir ses spécificités à elle. Donc voilà. Toi, quel a été ton parcours ? Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce sujet et que tu as fait le choix même de faire ton mémoire de fin d'année, de fin d'études en naturopathie sur cette thématique ? Donc avant d'être naturopathe, moi j'étais aide médico-psychologique auprès des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et puis j'avais très envie en fait de m'orienter vers un accompagnement un petit peu plus global, holistique en fait. Donc j'ai décidé de me reconvertir en 2020. J'avais décidé de faire mon mémoire un petit peu sur la même thématique qu'avant, sur du coup les aidants familiaux qui accompagnaient les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que au fil des mois qui passaient, c'était plus du tout mon envie. Et j'ai découvert, en fait, mon hypersensibilité pendant ma formation, en fait. Donc, quand on est un petit peu dans le bien-être en permanence, on a accès à un certain nombre d'informations. Et puis, je suis tombée sur un compte Instagram d'une naturopathe, justement, qui en parlait beaucoup. Et je me suis reconnue, en fait. Je me suis dit, peut-être bien que tu es hypersensible. J'avais jamais mis ce mot-là. Je me savais très sensible, mais pas forcément hypersensible. Et puis là, je me suis dit, en fait, fais ton mémoire là-dessus, parce que déjà, tu vas apprendre énormément sur toi-même. Et puis, accompagner les autres personnes hypersensibles avec de la naturopathie, pourquoi pas, quoi. C'est comme ça que j'ai suivi ce chemin. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a alerté chez toi ? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment dire
qu'est-ce que tu as appris sur l'hypersensibilité et à quel moment tu t'es dit ah mais en fait c'est moi, on parle de moi dans cette définition. Le débordement émotionnel. Moi, je me laissais très facilement déborder par mes émotions. Et puis, voilà, cette fluctuation, en fait. Et puis, il y a aussi tout ce côté de entendre tu es trop ci, tu es trop ça, tu pleures beaucoup trop. Enfin, voilà, le côté trop intense parce que, dans la société dans laquelle on vit, ressentir ses émotions, malheureusement, c'est pas très bien vu, alors que on est humain et qu'on est fait de ça, d'émotions justement. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je me suis dit, puis le côté empathique, de toute façon, moi j'ai toujours fait mon parcours professionnel en me tournant vers les autres. Donc du coup, voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait dire que oui, j'avais une haute sensibilité. Et c'est intéressant parce que moi, tu vois, je me suis intéressée à l'hypersensibilité grâce à mes enfants, finalement, à mon fils, et parce que en fait, c'est une amie qui, quand je parlais de mon enfant, je disais je rencontre telle difficulté, telle autre, et puis c'était un enfant que, en fait, ça se voit dès la naissance, dès la petite enfance. Moi, typiquement, j'ai découvert ce qu'était un bébé aux besoins intenses. Il n'était plus un bébé, mais quand j'ai lu la définition, bébé aux besoins intenses, un bébé que tu peux pas poser, qui dort que sur toi, qui fait des micro-siestes de 3/4 d'heure, enfin, tout un descriptif. J'étais, ah oui, mais c'est ce que j'ai vécu, en fait. Ah, mais en fait, c'est une forme de normalité, en fait. Ça correspond à un profil d'enfant. Et grâce à cette amie, elle m'a offert des livres dans lesquels tu devrais lire ça, tu vas apprendre. Tiens, le premier que j'avais lu, c'était Mon enfant pense trop de Petit Colin. Et puis en fait, en découvrant ce livre et en le lisant, je me disais c'est marrant parce que ça décrit pas mal de choses de qui j'étais en tant qu'enfant. De ce côté parfois introverti et en même temps qui ressent beaucoup les émotions des autres aussi, qui est devenu mon super pouvoir, bien sûr, en tant que thérapeute, mais ça a été longtemps un handicap finalement. Je rentre dans une pièce ou dans un endroit, je capte les gens, leur état émotionnel, ce qui s'est passé, même quand c'est pas nommé, il y a une partie de moi qui le sait et qui connecte à ça. Et en fait, on n'a pas les codes quelque part pour vivre avec ça, et on peut se retrouver assez démunis. Et je trouve que c'est génial que des femmes comme toi s'intéressent à l'hypersensibilité avec des outils comme la naturopathie, parce que moi je m'en suis rendu compte, j'étais naturopathe depuis quelques années et ça m'a permis de mettre de la lumière sur le fait que en fait tout ce que j'avais mis en place c'était via le prisme de cette hypersensibilité. Dans mon alimentation, dans les soins même que, tu vois, les soins que j'utilisais pour ma peau. Oui, il y avait un côté santé et bien-être, mais il y avait aussi quelque chose de l'ordre de toute façon, il n'y a pas grand-chose, il y a plein de choses que je ne suis pas en capacité de supporter. C'est exactement ça. On se rend pas compte en fait à quel point l'environnement est pas forcément adapté en fait. Il faut savoir que les hypersensibles sont tout à fait normaux, et ce n'est pas une pathologie. C'est juste que voilà, notre environnement aujourd'hui est pas forcément adapté. Donc arriver à mettre des choses dans son hygiène de vie justement pour répondre à ses besoins propres, c'est hyper important. Tu parlais de la peau. Effectivement, il y a un tas de produits qui existent aujourd'hui et qui, on se rend compte, comme tu dis, on ne les supporte pas. Donc revenir à des choses plus naturelles en fait, c'est beaucoup plus doux pour nous-mêmes en fait. Complètement. Et ça a un impact aussi sur, dans l'hypersensibilité, tu le nommais, il y a la gestion des émotions. Et du coup, moi, j'avais vraiment vu aussi dans la gestion du stress, en fait, que dans mon entourage, il y a plein de personnes qui vivaient avec beaucoup plus de sérénité que moi. L'environnement, même... par exemple, un voyage, prendre le train, aller dans un supermarché. Si je cumule plein de petites choses et d'endroits où il y a beaucoup de monde, non pas que le monde me dérange, mais à la fin de la journée, je vais être épuisée. Quand mon conjoint, lui, ça aura eu un impact moindre. Et en fait, quand j'ai compris et appris sur l'hypersensibilité, je me suis dit, ok, je l'ai pris en considération. C'est comme si j'ai entré cette notion-là dans mon programme et du coup, ma vie
c'est articulé autour de ça. Donc avec beaucoup plus de fluidité, de joie aussi, de prendre soin de soi au sens large. Ok, je vais aller faire les magasins, mais clairement, vous me verrez jamais dans un magasin, un supermarché, même dans un magasin bio un samedi. Exactement. En fait, quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, on se suradapte en permanence, en fait, et c'est épuisant. En fait, on s'adapte à l'autre, on s'adapte à l'environnement, et c'est épuisant, en fait. S'installe ensuite la fatigue chronique, le stress chronique, les troubles digestifs d'origine émotionnelle également. Donc, en fait, le fait d'apprendre un petit peu à mettre le doigt sur ok, je suis hypersensible, mais comment ça s'exprime chez moi fait qu'on peut facilement s'adapter, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que typiquement, moi c'est pareil, j'évite maintenant les grands centres commerciaux, alors qu'avant j'adorais faire du shopping, j'y allais, mais en fait à la fin de la journée, mon Dieu, et j'arrivais pas en fait à me dire pourquoi je suis si épuisée. Et maintenant, je sais, j'ai compris. Donc oui, typiquement, j'évite ce genre de choses, quoi. Et donc toi aujourd'hui, dans la façon dont tu accompagnes, comment ça se déroule, comment tu prends, il y a les personnes, donc je sais que je suis hypersensible, je viens à toi. Là ça va, c'est quelque chose. Mais il y a aussi tout le public qui n'est même pas encore dans cet état de conscience de son hypersensibilité. 30% de la population, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme. En fait, c'est rigolo parce que les clients qui viennent me voir, parfois ne viennent pas forcément me voir pour l'hypersensibilité. Ça peut être des troubles du sommeil, fatigue chronique, l'envie de perdre du poids. Mais en fait, quand je creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même une haute sensibilité. Donc du coup, forcément, les conseils d'hygiène de vie, même s'ils vont répondre bien sûr à la demande première, vont être adaptés également à ce profil-là en fait. Et de quelle manière toi tu creuses? Quelles sont les questions que tu vas poser à la personne pour toi te dire ok, cette personne-là, elle est dans le profil de l'hypersensibilité? Comment du coup va être abordé le côté émotionnel, le côté un petit peu je m'adapte absolument à l'autre sans faire attention un petit peu à mes besoins, ce genre de choses. Et puis tout ce que je te disais tout à l'heure, la partie aussi l'essence décuplée, ce genre de choses. Ah oui, moi je l'avais découvert avec mon fils typiquement à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il rentrait dans la maison et quand je cuisinais, il était en capacité de nommer les épices que j'étais en train d'utiliser. Ah oui, effectivement. C'est intéressant. Effectivement, oui. Et donc après, quelles vont être justement, de quelle manière tu vas adapter, de quelle manière tu vas adapter justement tes conseils, sur quoi tu vas attirer l'attention? Alors, on va s'appuyer vraiment sur les piliers essentiels d'une bonne hygiène de vie. Donc, l'alimentation, typiquement. Okay. L'alimentation, du coup, plutôt en lien avec tout ce qui est hormonal, en fait, et parce que ça joue beaucoup sur la partie émotionnelle. Donc, très souvent, et surtout les femmes, n'ont pas d'apport assez important en protéines. Il faut savoir que on les trouve dedans, dans les protéines, tout ce qui est hormonal, neuromédiateur. Et puis, on va adapter aussi l'alimentation par rapport à la vulnérabilité, à la fatigue également. Donc, les apports au max de magnésium, ce genre de choses. Tout ce qui est aussi du bon gras, parce que oui, le gras, c'est important. Ce n'est pas un ennemi, comme on pourrait le penser. Mais surtout pour le bon fonctionnement justement du système nerveux. Exactement. Qui est un système lié au système digestif, qui sont 2 systèmes vraiment plus sensibles chez les hypersensibles, on va dire, dont on doit prendre un peu plus soin. Et juste pour revenir sur la notion de protéines, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu vois, par exemple, quel type de protéines, comment savoir, parce que nous, en naturopathie, on ne pèse pas nos aliments, on mesure pas tout ça. Donc, comment tu vas guider la personne pour qu'elle se dise « Ah, ok, voilà, moi, je consomme suffisamment de protéines, suffisamment de bons acides gras.
mon assiette est assez riche en oligo-éléments de tout genre, y compris le magnésium. La première chose, j'interroge beaucoup sur le petit déjeuner. Parce que bien souvent, le petit déjeuner est très très sucré, ce qui va vraiment engendrer derrière une grosse fatigue avec le pic de glycémie. Alors que si on commence déjà le matin avec un petit déjeuner protéiné, on va booster notre dopamine. Donc c'est vraiment l'hormone, enfin le starter de la journée, celle qui va avoir cette notion un petit peu de plaisir, commencer bien notre journée. Et puis après, ça va être du coup un petit peu comme un domino sur toute la journée en fait. Si on commence bien avec un petit déjeuner protéiné, on va pouvoir aussi produire assez de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est vraiment l'hormone un petit peu du lâcher prise. Donc chez les hypersensibles, c'est hyper important. Donc les petits déjeuners protéinés, donc typiquement des œufs. On peut aussi manger tout à fait du saumon le matin également, c'est possible. Il y a tout ce qui est protéines végétales, on les oublie un petit peu, toutes les légumineuses. Les lentilles, les haricots rouges, ce genre de choses, c'est très important. Donc, Et pour quelqu'un qui, par exemple, imaginons la transition de passer au salé, là un peu plus compliquée, sur quoi tu vas orienter? Par exemple, ok, moi je suis prête à passer à arrêter le sucré le matin, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer en alternative, tu vois, aux protéines animales? Il faut savoir qu'il y a aussi des protéines dans les céréales également. Donc quand je dis céréales, c'est pas les petites céréales du matin type Choc-à-Pic, bien évidemment. Donc ça peut être très bien flocons d'avoine, aussi tout ce qui est purée d'oléagineux. Très précieux. C'est très sympa. Enfin c'est très très bon. Même les enfants aiment beaucoup. Je trouve que c'est facile à incorporer. Exactement. C'est un bon, justement, peut-être un bon allié, les purées d'oléagineux, donc purée d'amandes, purée de noisettes, pour des personnes qui seraient en transition, pas prêtes forcément à passer un petit déjeuner salé ou pas envie, pas le goût. C'est une bonne alternative. Exactement. Et puis en plus de ça, on peut aussi faire des préparations à base d'œufs pour les personnes qui en mangent. Donc si on n'est pas prêt à manger des œufs sur le plat, des œufs à la coque, des choses comme ça, on peut tout à fait faire des crêpes, faire des pancakes le matin. Donc c'est assez du coup facile à mettre en place. Et puis oui, pour les personnes qui sont pas prêtes à passer à une alimentation trop protéinée le matin, effectivement, ça permet de commencer en douceur. Et donc après, sur le reste de la journée, donc ça c'est pour la partie, on va dire, en même temps, dans le petit-déj, on pourrait presque amener tout le nécessaire pour le bon fonctionnement d'une personne, hypersensible ou non. Parce que même avec le bon gras, je pense notamment à cette recette de France Guillain qui est très connue, là, le fameux miam aux fruits. Oui, effectivement. Qui est intéressant aussi au niveau, qui demande un peu de préparation, mais qui est aussi très intéressant. En alternative, il y a aussi de la protéine végétale, il y a du bon gras. Et là, on part avec quasiment un repas à part entière pour sa journée. Exactement. Alors après, il faut savoir que même sans parler d'hypersensibilité, ce que j'invite les gens à faire aussi, c'est à tester, parce qu'on est tous différents en fait, et que typiquement il y a des choses qui vont fonctionner pour l'un et pas forcément pour l'autre. Moi, je sais que si je mange trop de fruits le matin, je vais avoir le pic de glycémie qui va monter très vite et je vais très vite être fatiguée. Donc moi, ce qui me correspond le mieux vraiment, ça va être manger protéiné. Donc ça dépend vraiment des personnes. De toute façon, il n'y a pas non plus de recette miracle. C'est vraiment l'expérience. Oui, et en même temps, on sait que s'il y a des non-recettes quelque part, c'est-à-dire en effet ce qu'on a nommé là, une chose est certaine, c'est que pour tout le monde est concerné, que le petit déjeuner classique, très occidental d'ailleurs, de sucré, donc les viennoiseries, le pain de mie, les biscottes qui sont très sucrés avec la confiture dessus, même maison, les pâtes à tartiner. Là, on a le tiercé gagnant pour un pic de glycémie et beaucoup de fatigabilité en fin de matinée. Clairement. Là, c'est la fausse bonne idée, clairement. Donc voilà, l'idée, c'est déjà, on sait que ça, c'est à mettre de côté le plus possible. Donc, progressivement, d'essayer de tester, parce que comme je te rejoins tout à fait, c'est en testant, en adaptant pour soi, mais de tester d'autres formes de petits déjeuners, plutôt
riche, nourrissant, pas juste du sucre blanc finalement, pour partir avec tout ce qu'il nous faut pour la journée. Oui, et puis pour les personnes qui sont un petit peu pressées, parce que bien sûr, l'idée c'est de s'adapter vraiment. Ce qu'on disait tout à l'heure, la purée d'oléagineux, mais ça peut être une poignée d'oléagineux emportés avec nous au travail pour pouvoir un petit peu aussi prendre une collation un petit peu plus tard. Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal aussi à petit déjeuner le matin. C'est compliqué. Donc ça peut être aussi ça. Très bien. Bon, déjà, ça, c'était une partie importante dans l'alimentation. On va continuer sur le reste dans notre hygiène de vie, ce qu'on peut adopter comme comportement en cas d'hypersensibilité. Donc, restez à l'écoute. On revient dans un court instant sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer, qui est naturopathe et qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des profils hypersensibles. Donc, on parlait en première partie d'émission de l'alimentation un peu de l'hypersensible, mais bon, ça concerne finalement tout le monde. On va dire que finalement, peut-être que chez les hypersensibles, l'impact en négatif d'une mauvaise alimentation, elle se paie plus rapidement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est des profils qui n'ont pas trop le choix. Et finalement, c'est pour ça qu'ils se retrouvent beaucoup dans nos cabinets. Parce que, en effet, une sphère digestive souvent plus sollicitée, plus irritable, plus sensible, une sphère émotionnelle très présente, qui peut avoir un impact important aussi sur le sommeil. Comme on disait aussi, il y a toutes les problématiques ostéo-articulaires. Donc, c'est un profil qui a besoin d'un prendre soin présent. Exactement. Et puis, tu parlais du système digestif. C'est un pilier, en fait, important et on peut pas passer à côté en naturopathie. C'est les premières questions qu'on pose. Bien sûr. Parce qu'en plus, on a justement la sérotonine dont on parlait tout à l'heure qui est produite dans le système digestif. Donc, si on a un système digestif qui est déficient, forcément, on va beaucoup moins en produire. Donc, là, on va y faire très, très attention, du coup. Et oui, en plus, donc on a reçu ici dans cette émission quelqu'un qui avait fait sa thèse dans le microbiote intestinal. C'était une émission hyper intéressante et il nous redisait, chose que nous savons bien, nous les naturopathes, à quel point le système digestif était le pilier de notre santé. Donc, pour la bonne absorption de tous les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, c'est la base de notre système immunitaire. Donc un système digestif qui fonctionne bien, c'est un système immunitaire qui va bien, donc une bonne santé. C'est aussi, on le sait maintenant avec le nerf vague, un endroit très important pour notre système, la gestion émotionnelle. Donc vraiment, c'est le socle ici, un système auquel on a prêté que trop peu d'attention finalement durant de nombreuses années. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte, puis encore plus pour nous les naturopathes, c'est vraiment incontournable. C'est comment ça va quand tu disais là, c'est des questions qu'on pose beaucoup. Nous en naturopathie, on est vraiment dans le comment ça va originel, c'est-à-dire le comment ça va à la selle même. De comment vous allez à la selle, comment se passe la digestion, est-ce qu'il y a des états de fatigue, est-ce qu'il y a des ballonnements, est-ce qu'il y a des douleurs. Tous ces signes sont alertants et vont venir nous dire des choses précieuses sur l'état de santé. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, pour poursuivre, donc là on a parlé un peu de l'alimentation chez les hypersensibles, avec une attention particulière sur le petit déjeuner. Déjà, je trouve que quand on arrive à changer déjà cet élément, on fait beaucoup. Ah oui, les gens après ne font même pas attention. Après, c'est rigolo quand ils viennent en séance, ils font attention en fait quand il y a des choses qui fonctionnent pas bien. Et puis quand ils reviennent en séance et qu'on pose la question, alors depuis que vous avez changé votre petit déjeuner, ah bah oui, effectivement, alors j'ai moins de compulsions aussi alimentaires, parce qu'on peut retrouver beaucoup de compulsions alimentaires chez les personnes hypersensibles, la nourriture comme on dit doudou, où vraiment, quand on déborde émotionnellement, on a envie d'aller grignoter un petit peu tout ce qu'on trouve. Et donc quand on corrige en fait l'apport en protéines, ça vient se réguler en fait. Complètement.
Il y a aussi, je trouve, chez l'hypersensible, parfois le sommeil, ça peut être un grand sujet. Et dans les repas, on va dire, il y a le petit déjeuner du matin pour la dopamine et il y a la fin de journée pour la sérotonine. Et aussi, je trouve, et ça, c'est très français, encore une fois, la notion du repas du soir, du dîner, qui est souvent trop tard et aussi trop copieux. Exactement. Donc du coup après ça sature complètement le système digestif. Donc pour après trouver le sommeil, c'est très très compliqué. Donc oui, éviter les repas trop copieux, comme tu l'as dit. Puis installer en fait, même sans parler de l'alimentation, mais installer en fait des routines, le soir en fait. Pour un petit peu dire à son cerveau, bon, là c'est la fin de journée, bientôt on va aller se coucher, donc mettre des choses un petit peu, des routines en place. Ça peut être vraiment lire un livre sympa. Alors, je déconseille les livres du type tout ce qui est épanouissement personnel, parce que c'est la meilleure façon en fait de remplir son cerveau d'informations et puis avoir le petit vélo dans la tête qui tourne en permanence, parce que ça on le retrouve beaucoup chez les personnes hypersensibles. On pense à mille et une choses, le cerveau a beaucoup de mal à s'arrêter, donc du coup l'idée le soir c'est vraiment de venir calmer le système nerveux, donc boire une infusion, faire toujours un petit peu les mêmes choses en fait qui rassurent aussi le corps, l'organisme, le cerveau. Et essayer de faire ça aussi aux mêmes horaires, essayer de se coucher aux mêmes heures, essayer aussi d'utiliser des huiles essentielles qui sont top pour tout ce qui est système nerveux, système émotionnel, trouble du sommeil, la lavande, l'orange, la mandarine, toutes ces choses-là. Le basilic, j'adore. Et aussi, penser comment on le fait avec les enfants, les tout petits. Je trouve que c'est important, encore plus chez les hypersensibles, la luminosité. Complètement. Ouais, baisser la lumière dans son foyer. Aujourd'hui, alors c'est formidable, on a la chance d'avoir l'électricité, d'envoyer les watts là le soir. Toutes les lumières dans la maison sont allumées. Les écrans, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ça, franchement, les écrans en consultation, c'est vraiment un sujet. Moi, je conseille d'enlever le téléphone de la chambre et d'acheter un réveil. Vraiment, c'est un des conseils que je donne très très souvent. Parce que bien souvent, c'est notre réveil, le téléphone, sauf que on se couche et puis la dernière chose qu'on a fait, c'est de regarder notre téléphone. Donc, en plus de la lumière bleue, mais de toutes les informations qu'on va en fait capter, canaliser sur les réseaux sociaux, c'est énorme en fait pour notre cerveau. C'est beaucoup trop en fait d'informations. Donc après, c'est difficile d'arriver en fait à se calmer en fait, à calmer son système nerveux. Il y a donc la lumière, c'est important. Donc en effet les écrans limités qui génèrent beaucoup de luminosité. Il y a aussi, je trouve, les interactions. Veiller à quel type de conversation on a avant de se coucher. Qu'est-ce qu'on fait avant de... Enfin voilà, tout ça, je trouve que c'est important. Si on vit en famille, d'essayer d'éviter les discussions un peu houleuses avant d'aller se coucher. Même pendant le repas, du coup, pour le système digestif, c'est éviter. Effectivement, c'est dans le calme. Dans le calme et le silence, on n'a quand même pas. Non, vous pouvez discuter. Et on parlait aussi des tisanes, donc peut-être d'apporter. Tout à l'heure, tu parlais de. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je le prends plutôt en complément parfois, mais je trouve que quand on a cette pensée, ce petit vélo dans la tête, là, c'est Eschscholzia et valériane. Bon, la valériane en tisane, elle est quand même bien particulière. Pour l'avoir testée, moi, j'en raffole pas spécialement. Peut-être si elle est dans un petit sachet, mais quand on l'a fait là en décoction, la racine de valériane. Oui, il y a certaines plantes qui sont fortes effectivement. Moi, j'aime bien la lavande. C'est un classique. Ouais. La lavande, la camomille aussi, camomille romaine. C'est des infusions que j'aime bien. Moi, j'adore la verveine aussi. Oui, on a de la chance, on est dans des régions où on peut en faire pousser dans son jardin. Oui, il y a pas mal de choses, de toute façon. Puis après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une question de goût. Et là, pour le coup, faut tester, parce que la lavande, par exemple, c'est très particulier. Il y en a plein qui n'aiment pas du tout la lavande. Donc, ouais.
À tester. À tester. Il y a aussi de la respiration. On parle beaucoup de la méditation, de la relaxation. Le soir, ça peut être d'écouter une musique qui vous fait du bien, que vous aimez, douce. De penser à la cohérence cardiaque, qui est assez facile à incorporer, je trouve, dans ses routines. Même au moment de se coucher, simplement la respiration au carré, j'inspire sur 5, je retiens sur 5, j'expire sur 5, je retiens 5. Enfin, ce genre de respiration qu'on trouve facilement, qui sont faciles à retenir et qu'on peut pratiquer une fois qu'on est dans son lit, allongé, pour revenir au calme. Oui, tout à fait. En plus, tout simplement apprendre à respirer correctement, parce que ça, on voit beaucoup des personnes qui ne respirent que par le thorax. Parce qu'en fait, on est tellement stressé en fait que finalement on fait même plus attention. Et c'est assez paradoxal la respiration, parce que finalement c'est quelque chose dont on n'a pas besoin de penser au quotidien, mais c'est quelque chose où on peut vraiment avoir un impact hyper positif dessus. Donc pour retrouver le calme, effectivement, c'est intéressant de venir travailler sur la respiration. Tout simplement inspirer par le nez, souffler par la bouche. Et puis voir après ce qui se passe au niveau, on va dire, du corps, quoi. Au niveau du ventre, s'il se gonfle ou pas. Ouais, de réapprendre à respirer. En effet, c'est un endroit aussi qu'on peut venir verrouiller avec le plexus solaire. Exactement. En fonction des émotions qu'on a vécues durant la journée. Quand tu parlais du petit vélo dans la tête, ça m'a fait penser aussi à cette notion qui m'avait donné, moi, un grand indicateur sur ma propre hypersensibilité. C'était cette pensée en arborescence. Tout à fait, oui. Mais moi, j'étais convaincue que tout le monde fonctionnait comme ça, en fait. Enfin, quand je l'ai lu, j'étais là, tout le monde. Mais vraiment, la notion de je pense à un sujet, mais moi, ça a été toute ma vie, même durant mes études. Faire une dissertation sur un sujet, mais quelle complexité! C'est-à-dire me concentrer sur un seul sujet. Moi, un sujet m'en amène à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis c'est infini. Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est complexe au quotidien à poser. Oui, c'est complexe. Et effectivement, de poser ça parfois sur un document, comment ça s'appelle, en mind map, en fait. Ça peut aider, parce qu'effectivement, en fait, nos pensées sont pas linéaires. Donc c'est très compliqué au quotidien. Oui, c'est ça. Une idée, on amène une autre, et on amène une autre, et c'est sans fin. Ouais, et même à suivre, finalement, pour des gens qui fonctionnent pas de la même manière, parfois, ça peut être, on voit bien que on peut perdre du monde en route. C'est ça. C'est ça. Et puis, moi, je le vois même dans ma façon parfois de vouloir m'exprimer. J'ai des choses en tête, je veux les dire, et en fait, ça ne sort pas comme je voudrais, en fait. Il y a ça aussi. Ça va très vite, en fait, dans la tête. Et puis, au moment de le sortir en mots, c'est compliqué, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, on a parlé donc de l'alimentation, de cette notion d'importance du système digestif, du sommeil. Ça nous a amené sur le sommeil. Il y a aussi donc l'activité physique. Ah oui, très très important. Alors, sans parler forcément du côté bouger parce que bien sûr, on n'est pas des êtres qui sommes censés rester sédentaires, mais c'est aussi bouger pour se ressourcer, pour venir aussi se défouler, libérer aussi tout le côté émotionnel. Donc, trouver une activité qui nous correspond, ça c'est important. Typiquement, si vous n'aimez pas faire du footing, n'allez pas faire du footing, quoi. Faites quelque chose vraiment qui vous anime au quotidien et qui vous plaît. Ça, c'est hyper important. Se ressourcer, en fait, hein. Chercher vraiment ce genre de choses, quoi. Qui ait du sens, en fait. Faut y mettre du sens. De toute façon, les personnes hypersensibles, sinon ça ne fonctionne pas. Même pas sur la durée. C'est ça, exactement. Ok, donc toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas venir conseiller donc au cabinet en fonction dans les soins, dans les rituels, même dans son propre corps, dans la façon de prendre soin de soi? Alors moi aussi, je propose moi au cabinet je suis réflexologue également, donc je vais aussi partir sur tout ce qui est allier le physique à l'émotionnel. Du coup, puisque c'est de la réflexo énergétique chinoise, donc là vraiment, parfois les personnes
ne nous disent pas tout forcément en séance. C'est normal. Il y a aussi la relation de confiance qui doit s'installer. Et parfois aussi, c'est pas encore à la conscience. Oui, exactement. Et du coup, les pieds ne mentent pas, comme on dit. Donc du coup, on peut capter certaines informations en technique manuelle. Donc voilà. Le corps ne ment jamais. C'est exactement. Et aussi, donc, ça peut favoriser l'expression. Donc, je trouve chez les hypersensibles, il y a aussi toute la notion. Donc là, on a parlé de l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Et il y a aussi la façon dont on va exprimer ses émotions. Donc, ça peut être, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, je pense à l'art-thérapie, à la thérapie tout court, parfois la kinésiologie, on peut passer par le corps avec la réflexologie, l'ostéopathie. Il y a plein de manières, mais vraiment de s'octroyer du temps pour que ces émotions qui auraient tendance à venir un peu s'entasser au niveau du corps puissent être exprimées. Oui, et puis je peux conseiller aussi, ça m'arrive, c'est tout ce qui est écrire, le journaling en fait. Ça peut être très aidant. Et ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont avoir plutôt envie d'écrire un petit peu toutes les émotions un petit peu qui leur semblent désagréables. Au contraire, il y en a qui vont plutôt partir sur tout ce qui est gratitude finalement. Donc ça, c'est très personnel. Il n'y a pas si longtemps, j'ai même conseillé à quelqu'un de faire des vocaux en fait, puisque parfois, l'écriture, c'est pas ok pour tout le monde. Donc ça peut être ça. S'envoyer des vocaux. Alors l'idée, c'est pas forcément de les réécouter derrière, parce que c'est pas de revivre l'émotion. Ça peut être juste comme je jette mes émotions dans le vocal, sur le papier, peu importe, dans le dessin, ce que tu disais. Trouver un moyen comme ça d'exprimer ses émotions. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur les vocaux parce que finalement, je trouve qu'on le fait un peu avec ses amis ou vrai. Sa famille. Moi, je le vois avec ma sœur. Si quelqu'un prenait mon téléphone, écoutez le nombre de vocaux qu'on peut s'envoyer. Et en fait, même juste, c'est un endroit de décharge de nos frustrations, les choses qui nous ont rendu tristes. Enfin voilà, en fait, je fais pareil. On le dépose quelque part. Et puis voilà, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup Jennifer. On va poursuivre notre émission dans un court instant. Restez à l'écoute, il nous reste encore pas mal de choses à vous partager. Donc à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous a parlé d'hypersensibilité et de naturopathie avec Jennifer. Donc Jennifer, tu vas nous parler un peu de toi, d'où on peut te retrouver maintenant, puisque tu œuvres à Grésy-sur-Aix, donc dans un lieu magique. Exactement, donc au Corsuet pour être exact, et le centre s'appelle l'Arbre de Vie. Donc on est plusieurs praticiens du bien-être, on est 7. Donc il y a Damien Richard qui fait de l'hypnose, qui est aussi coupeur de feu. Qui est déjà venu dans cette émission. Tout à fait. Déjà reçu. Oui, il y a Colline Bourget aussi qui est venue. Qu'on a reçu aussi. Et que vous pouvez réécouter. N'hésitez pas à réécouter le replay sur notre chaîne YouTube. Il y a vraiment toutes les émissions. Donc vous pouvez les réécouter encore et encore. Donc Colline Bourget qui est masseuse pour les femmes et qui s'est spécialisée dans tout ce qui est endométriose. Donc très axée sur le ventre. Il y a aussi Léa Ferreira qui fait du Reiki. Il y a Karine Simondin qui fait de l'hypnose plutôt spécialisée dans les enfants. Léa Godzen qui fait du coach, qui est coach en épanouissement personnel. Et puis il y a Anaïs Fievet qui va nous rejoindre très bientôt, qui est coach professionnel, prof de yoga, qui fait aussi de la thérapie psychogestionnelle. Je crois que j'ai oublié personne. Non, je pense pas. Et il y a toi. Et bien sûr, il y a moi. Donc voilà, moi je suis naturopathe et réflexologue. Et en fait, dans les techniques de naturopathie, on va retrouver aussi toutes les techniques manuelles, puisque je fais aussi du massage à Maassi, massage californien. Je me suis également formée au massage prénatal parce que, en fait, dans toutes les pratiques que je faisais, tout était contre-indiqué aux femmes enceintes et je trouvais ça très, très dommage. Donc, du coup, je me suis formée au massage prénatal et au drainage manuel. Donc, voilà, plein d'outils
plein de choses que je peux mettre donc en place en fonction des personnes. Moi, je suis présente au cabinet le lundi toute la journée, le mardi après-midi, mercredi matin, jeudi et vendredi, et puis également le samedi en fonction des ateliers qui sont mis en place en fait le week-end à l'Arbre de Vie, puisque il y a pas mal d'ateliers en fonction des différents praticiens. Donc le lundi, un lundi sur 2 à partir de mars, je mettrai en place des ateliers autour de l'hypersensibilité. Donc l'idée c'est vraiment groupe de parole pour un petit peu venir aussi se décharger avec des personnes qui partagent un petit peu les mêmes choses, les mêmes besoins, la même sensibilité, parce que je sais que c'est parfois compliqué d'être compris dans la société actuelle, dans notre environnement proche, et puis aussi donner des tips pour un petit peu accompagner cette hypersensibilité au quotidien. Et ça sera vraiment en petits groupes, pas plus de 7-8, vraiment pour avoir ce cadre bienveillant et puis ce côté un petit peu cocon, c'est important. Donc voilà. Et oui, parce que c'est pas évident d'être compris, mais déjà, la première clé, c'est d'apprendre à se comprendre. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour éventuellement, après, être en capacité d'exprimer aux autres, de créer l'environnement sur tous les points de vue, je trouve, au niveau professionnel, familial, tout, ça a un impact sur toute notre vie. Donc, plus on va être... c'est une super idée, je trouve, ces groupes d'échange, parce que chacun puisse s'exprimer. Parfois, ça peut éveiller des choses chez nous qu'on n'avait pas, mettre en lumière des problématiques qu'on rencontre, mais qu'on subissait un peu, et parfois on n'a même pas la conscience qu'on le subit. Et peut-être aussi, souvent, les expériences des uns et des autres sont de véritables ressources. Oui, exactement. Ça peut donner, des pistes, des pistes pour soi-même, effectivement, parce qu'on n'est pas on n'a pas la même avancée dans cette découverte de la sensibilité. Il y en a qui vont découvrir la sensibilité dès l'adolescence, d'autres 20 ans, 30 ans. Donc forcément, le chemin jusque-là est différent. Donc c'est super intéressant, effectivement, d'avoir des retours d'autres personnes. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient aller un peu plus loin, ou se disent « Ah bah tiens, moi je pense que je suis concernée par cette hypersensibilité », quelle lecture tu leur conseillerais, par exemple, pour avancer un peu sur cette connaissance d'eux-mêmes? Il y a les livres d'Élodie Crépel. Alors, j'ai plus les titres en tête, mais elle en a écrit plusieurs, et en plus, elle en a écrit aussi avec des thématiques bien particulières sur les enfants, les adolescents, les familles atypiques aussi. Donc, ça peut être intéressant. Tous les livres aussi d'Elena Aron, qui est vraiment... identifié comme étant spécialisé dans l'hypersensibilité. Le livre « Je pense trop », tout à l'heure tu en parlais, mais c'était version enfant, il me semble. Voilà, après... Et oui, parce que Petit Colin, elle avait écrit d'abord « Mon enfant pense trop », et après « Je pense trop » pour les adultes. Et « Je pense mieux » aussi. Oui, je ne l'ai pas lu celui-ci. Je ne l'ai pas lu non plus encore. Oui, il y a cela. Et ok, il y en a. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a aussi, je crois qu'il y en a un qui est hyper intéressant aussi. C'était L'enfant surdoué. Alors, je trouvais que le titre il collait pas forcément avec le contenu du livre, mais dedans ça parle vraiment de cette notion d'hypersensibilité. Et après, moi je suis beaucoup dans la thérapie aussi de l'enfant intérieur, donc je trouve ça intéressant parce que je trouve que, d'ailleurs, c'est ce que j'avais retrouvé dans Mon enfant pense trop, de passer par la case enfant que nous avons été, enfant hypersensible que nous avons été, si nous sommes aujourd'hui des adultes hypersensibles, ça nous permet de reconnecter à vraiment, mais oui, depuis ma tendre enfance, en fait, j'ai grandi avec ce profil-là. Exactement, ouais. Quand on regarde derrière soi, effectivement, on se dit ah oui, effectivement, il y a des choses qui reviennent. On fait des liens, on refait le puzzle en fait. Complètement. Est-ce que donc toi, on peut te retrouver quel jour tu es au cabinet et comment on peut venir jusqu'à toi? Alors physiquement, tu nous l'as bien dit, c'est à Grésy-sur-Aix au Corsuet.
dans ce cabinet partagé qui s'appelle l'Arbre de Vie. Mais sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as un site internet et quel jour tu te trouves au cabinet? Alors, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc jen.naturopathe. Sur Facebook aussi, donc jen-naturo. J'ai un site internet, jen-naturo.fr. Donc voilà, et puis vous pouvez me retrouver sur l'annuaire en ligne qui s'appelle Rezalib. Il y a la possibilité de réserver son appel gratuit pour déjà échanger, pour voir un petit peu si l'accompagnement correspond à la personne. Puis c'est important que la personne se sente en confiance et qu'il y ait un feeling. Ça, c'est très important. Voilà, et puis voilà. Ok, et tu es tous les jours au cabinet. Est-ce que tu fais que du présentiel ou il y a aussi du distanciel? Alors, je fais les deux, présentiel et visio. Alors, bien sûr, la visio, que la naturopathie, parce que les massages, tout de suite, c'est plus compliqué. On n'a pas encore abouti cette technologie. Et puis, en gros, je suis présente, sauf, ça sera plus simple de dire comme ça, sauf le mardi matin et le mercredi après-midi. Voilà. Ok, donc tous les jours de la semaine, sauf mardi matin et mercredi après-midi. Exactement. Super. Bien, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, pour cette ouverture sur l'hypersensibilité, la naturopathie, sur aussi on va dire les ressources que tu nous as donné, la possibilité d'aller ouvrir ce champ, de pousser cette porte de l'hypersensibilité, de la connaissance de soi. Mais c'est avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçue, Anaïs. C'est très gentil à toi. Et je te dis à très bientôt sur Radio Grand Lac. Et très bel après-midi à tous. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, ça sera une autre invitée d'ailleurs qui se trouve elle aussi dans votre cabinet partagé à l'Arbre de Vie. C'est la toute dernière arrivée, donc Anaïs Fievé, qui va nous parler de ses accompagnements en coaching et aussi en thérapie de psychogestionnelle, que je connais bien parce que c'est moi qui l'ai formée à ce bel outil. Donc on pourra vous parler de tout ça. Donc je vous souhaite une très belle après-midi. Encore un grand merci Jennifer. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.